Merci Samuel. Effectivement, avec Barry Zacharie, qui, il faut quand même le dire, avait réussi à faire voter, mais pour certaines professions du privé, le Sénat à l'unanimité en 2000, je ne sais plus si c'était en 2009 ou en 2010, du coup, 2009. Marie-Noël, bien sûr, s'en souvient et avait participé à ça, mais le Sénat avait voté à l'unanimité le fait de diminuer, de faire disparaître des conditions de nationalité pour un certain nombre d'emplois privés. Et quand j'avais vu cela, bien entendu, je m'étais dit, bah, au moins pour cette profession-là, à l'Assemblée nationale, les choses allaient pouvoir se régler. Il y avait à l'époque aussi la question, j'ai bien entendu ce que Madame a développé, mais qui concerne des étudiants, enfin des médecins étrangers à diplôme étranger, mais se posait encore la question des médecins étrangers à diplôme français ou reconnus par la France, qui n'était pas réglé. Moi, je tiens à le dire ici dans cette petit hémicycle, en tout cas ici à l'Assemblée nationale, que de ce point de vue-là, Roselyne Bachelot a fait évoluer la loi dans le cadre de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, sans que ça pose aucun problème, alors que quelques semaines avant, dans le cadre de la proposition de loi que j'avais moi-même défendue, il y avait eu une opposition complète d'un certain nombre de personnalités de la majorité de l'Assemblée nationale de l'époque. Comme vous venez de le dire, monsieur, je ne pourrais pas mieux dire, mais cette évolution de conditions de nationalité sur un certain nombre d'emplois seront très liées à l'époque pendant lesquelles ces restrictions ont été décidées. Par exemple, le fait d'être membre de comité de rédaction d'une publication destinée à la jeunesse, je crois bien que ça date du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et donc d'un moment où on pensait que, excusez-moi, peut-être par l'intermédiaire de Pif Gadget ou d'autres publications comme cela, les cheveux blonds ou autres d'ailleurs qui étaient sur les bancs de notre école pouvaient être influencés par des publications qui allaient en faire des dangereux énergumènes. Donc la condition, je crois, avait été posée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour d'autres, elles sont plus anciennes et tiennent plutôt compte de situations préexistantes avant la Seconde Guerre mondiale, de crainte de mainmise des étrangers sur un certain nombre de professions et donc sur le pays tout entier. Et effectivement, les choses ont évolué d'un certain point de vue par elles-mêmes, sans qu'on s'en rende compte. Et puis, il y a eu des blocages qui viennent d'être, comment dire, rappelés pour certains d'entre eux qui demeurent. Dans la proposition de loi que l'on avait débattue ici à l'Assemblée nationale, il y avait certes Thierry Mariani qui était opposé, mais je crois bien qu'au banc du gouvernement, comme on dit, c'était Thierry Besson. Eh bien, comment dire, on avait essayé de recenser au mieux, sans que ça soit parfaitement scientifique, j'allais dire, mais au mieux, en s'aidant avec un certain nombre de chercheurs et de spécialistes, l'ensemble des conditions de nationalité qui existaient donc au moment où cette loi a été discutée, c'est-à-dire cette proposition de loi de juin 2010, effectivement avec pour le moins des anomalies. Et il y a eu des évolutions depuis. Je vais citer pour un certain nombre de cas concernant les professionnels de santé, mais également pour les experts comptables, les géomètres experts, où les conditions de nationalité ont été levées, j'allais dire sans que personne ne le sache vraiment, en tout cas ne se rende compte vraiment par l'application d'un certain nombre de directives européennes. Je pourrais vous le donner, par exemple pour les experts comptables, c'est l'ordonnance 2014-443 du 30 avril 2014 dans son article 1, qui en réformant l'ordre des experts comptables a fait sauter la condition de nationalité. Bon, vous voyez, personne n'en a parlé, et c'est à mon avis une bonne chose, et je pourrais dire la même chose d'un certain nombre d'autres points. Néanmoins, dans un certain nombre de professions privées, des règles de nationalité demeurent, sur lesquelles je compte essayer de faire bouger les choses avec d'autres. En tout cas, je sais pouvoir avoir une écoute de nombre de collègues sur divers bancs d'ailleurs de l'hémicycle. Sur les architectes, le sujet n'a pas bougé. Sur les publications de jeunesse, je pense qu'à l'heure d'Internet, on peut peut-être réfléchir différemment qu'en 1946, si je me souviens bien, sur les tenanciers de débit de boissons, où il faut avoir des conditions de nationalité européenne, si je me souviens bien, et on peut penser qu'il y a une certaine forme de protectionnisme
je ne citerai ni de région de France, ni de région du monde de ce point de vue-là, mais qui a été déposé à ce moment-là, qui pose une question qui était la vente des timbres fiscaux, c'est ce qui m'avait été opposé à l'époque, mais vu maintenant qu'on peut acheter des timbres fiscaux de manière dématérialisée, cette condition me paraît devoir être levée. Il y a les responsables de pompes funèbres, qui sont sous condition de nationalité, par exemple, aussi. Voilà. Et puis il y a le statut des dit PS25, qui était dit avant le statut des Marocains, à la SNCF, mais pour le coup, ce n'est pas une évolution de la loi. C'est-à-dire, on ne peut rien voter ici à l'Assemblée nationale, à ma connaissance, qui puisse faire évoluer ce statut de la SNCF. Il faut que ça soit dans le cadre des discussions. Vous savez que des discussions internes à la SNCF se sont poursuivies toute la nuit sur le statut des agents de la SNCF. Et je ne sais pas si du coup le débat pourra se rouvrir et dans quelles conditions il pourra se rouvrir, puisque à l'époque j'avais également discuté avec les principaux syndicats représentés à la SNCF, mais ça m'apparaît une nécessité de faire en sorte que les agents de la SNCF, pour une responsabilité donnée, aient le même déroulement de carrière, les mêmes conditions d'emploi et de déroulement de carrière à la SNCF. Je le dis parce qu'à la RATP, par exemple, cette condition avait été levée, et j'allais dire par une discussion en interne à la RATP, comme par exemple chez Air France, je crois aussi, la question, pour rester dans les transports publics, avait été levée. Néanmoins, je compte, par ce qu'on appelle ici un amendement d'appel, c'est-à-dire solliciter le gouvernement pour qu'il permette que soit l'initiative que cette discussion ait lieu à la SNCF. Et puis reste la question des 3 fonctions publiques, où, j'allais dire, ça n'embête personne dans ce pays que dans les 3 fonctions publiques, hospitalières, les collectivités locales et la fonction publique d'État, il y a un certain nombre de personnes mènent des tâches en n'étant pas très bien payées, avec des emplois précaires, beaucoup de femmes d'ailleurs, et ne pouvant pas être titularisées parce que n'ayant pas de nationalité européenne, y compris, puisque à un moment ça avait été évoqué en termes de responsabilité, pour s'occuper d'enfants. Pour être clair, les dames qui s'occupent des enfants lors du temps de restauration scolaire, ou qui font fonction d'ATSEM dans les écoles maternelles, vous savez, les personnes qui aident les enseignants dans les écoles maternelles, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont employés avec des contrats précaires, donc beaucoup de femmes, et je vais dire, en termes de responsabilité, on est au contact d'enfants, je ne sais pas, ça peut être plus responsabilisant. Donc, je pense qu'il faut faire évoluer ce sujet-là. Comme je suis un partisan d'un dialogue social et d'un vrai dialogue social, il faut que je dise ça sous... tenez quand même cette réunion sous Jaurès, interpellant Clémenceau en 1906, suite à, je crois bien, un accident dans une mine et la revendication des mineurs à, comment ça s'appelait, à Courrières, merci, exactement, dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais? Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, voilà, excusez-moi, bon, j'ai tout faux. Donc, Jean Jaurès interpellant Clémenceau, toute ressemblance avec des personnages réels ou ayant existé aujourd'hui, sur les questions du droit social en France, et les premières lois sociales et le droit du travail sont nés après ces accidents. Mais revenons au débat qui nous intéresse. Il faut qu'il y ait un dialogue social dans la fonction publique, parce que c'est le cadre de l'évolution de la fonction publique. Ça ne peut pas être, je vous dis, mon amendement proposera que le dialogue social soit engagé, pas de changer la loi comme cela directement, pour qu'on puisse faire évoluer ce statut de la fonction publique, et en disant aussi que le statut fonctionnaire est un statut particulier dans notre pays. Ce n'est pas une petite question, ça pose la question, y compris bien sûr, du droit à la retraite. Vous savez que l'État est lui-même son propre assureur, entre guillemets, pour ce qui concerne la retraite et un certain nombre de droits liés au travail. Donc ça nécessite sans doute une présence sur le territoire français préalable pendant plusieurs années. Enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent être discutées. Néanmoins, à tâches égales, compétences égales, conditions de travail égales et salaire égal, me paraît une juste revendication, et je pense qu'il faut aller tout simplement dans ce sens-là. Il est incompréhensible que, pour moi, qu'un citoyen européen puisse être cadre A de la fonction publique et sans jamais, avant de prendre cette tâche, avoir résidé sur le territoire national français,
et que, je pense par exemple, des responsabilités liées aux finances, ça ne pose pas de problème, et que quelqu'un qui vit là depuis longtemps ne puisse pas avoir accès à ces mêmes responsabilités. Bien sûr, pour moi, hors prérogative de la puissance publique, police, justice, armée, qui sont pour moi un domaine réservé. Dernier point, et je voulais le dire à côté de vous, monsieur, moi je me félicite de l'action du défenseur des droits en matière de discrimination. J'ai eu le plaisir de pouvoir accueillir dans un débat public à Bondy il y a quelques semaines maintenant Jacques Toubon dans le cadre de la discrimination à l'adresse, puisque l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité il y a 2 ans maintenant la reconnaissance du lieu de résidence comme facteur potentiel de discrimination. Ça demande, c'était dit dans la table ronde précédente, sans doute à avoir une jurisprudence, à entrer dans les mœurs, à avoir un effet pédagogique aussi, tant vis-à-vis des entreprises que de la fourniture d'un certain nombre de services publics. On voit par exemple en Seine-Saint-Denis avec le mouvement, je m'arrête, des parents d'élèves qui se sont appuyés sur cette reconnaissance de la discrimination à l'adresse, ce qu'ils s'appellent eux-mêmes les bonnets d'âme en Seine-Saint-Denis, sur la reconnaissance de la fourniture d'un certain nombre de services publics liés à l'adresse. Mais voilà, il y a du chemin à faire, mais de mon point de vue, les choses progressent néanmoins.